Bonjour à tous. Ok. Je m'appelle Namabak, je suis cofondateur de Trusty.io, donc la société qui a accompagné le Data Challenge Diagnodon. Mais en général, on accompagne tous les Data Challenge dans le monde de la santé. C'est vraiment notre segment, là où on est focalisé. Moi, à travers mon intervention, j'ai 4 slides. Je vais juste vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait dans le cadre du Challenge Diagnodon et comment le challenge s'est organisé, principalement pour répondre à vos questions qui ont été posées au début. Donc le challenge, en fait, il s'est déroulé en 3 étapes. La première étape, elle est vraiment l'étape, ce qu'on appelle de la préparation des challenges. Madame Bloch-Zipon, il est arrivé avec un dataset. Le dataset, nécessairement, il n'était pas prêt pour le challenge. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de colonnes, il y avait des images, mais il fallait qu'on formule la problématique clairement. Et donc cela, ça s'est déroulé sous forme de 16 semaines à peu près, où on avait des réunions presque toutes les semaines. Il y avait la collecte de la donnée, mais aussi le formatage de notre côté par nos data scientists. On s'assure que la problématique il est claire, ça veut dire en fonction de l'image ou de la radio que j'ai de la bouche, en fonction des données, je dois pouvoir prédire telle et telle donnée. Okay. Donc il y a eu pas mal des allers et des retours. Nous, on n'est pas des médecins, on n'est pas des spécialistes médicaux. C'est Madame Bloch-Zipon, donc nous on challenge en fait de point de vue technique ce que Madame Bloch-Zipon apporte en termes d'expertise médicale. Donc tout ça, ça se déroule sur les 16 semaines. Il y a aussi l'évaluation, comment on va évaluer techniquement les data scientists. Il y a pas mal de métriques d'évaluation. Beaucoup. Donc il fallait en choisir une qui est vraiment en fait personnalisée par rapport au challenge. La sécurité de la donnée. Des images de la bouche ou des radios, ce ne sont pas des données, ce sont des données qui sont pseudo-anonymisées. Donc même s'il n'y a pas l'identifiant de la personne, bah, ça reste identifiant. Donc ce qu'on a fait, bah, on est, je pense, l'un des rares mondes qu'on fait ça. En fait, on a tout un tas d'outils sécurisés qui permet en fait de mettre la data sur notre plateforme, avoir les data scientists qui accèdent pour créer leur modèle sans jamais pouvoir la télécharger. Donc c'est ça vraiment l'innovation qu'on apporte en fait dans le cadre du Challenge Diagnodon, c'est permettre aux challengers d'accéder à la donnée, entraîner leur modèle sur notre plateforme directement. Ça veut dire que le code source est écrit sur notre plateforme, la donnée reste sur la plateforme et à la fin on arrive à évaluer les modèles par la suite. Donc ça c'est l'une des choses qu'on fait dans la première étape. La deuxième étape, en fait, on fait rien, on regarde. Donc c'est l'étape où ça y est, tout est fait, tout est automatisé. Donc les challengers, pendant 3 mois, en fait, ils écrivent du code sur la plateforme, ils font des soumissions. Ils peuvent faire jusqu'à 10 soumissions par jour, par équipe. Et les soumissions, en fait, ils sont évaluées automatiquement. Ça veut dire qu'on sait générer le score de la performance du modèle pour prédire les maladies rares qui ont été posées. Et on sait vraiment les classer en temps réel. Et donc les challengers, par exemple, un exemple, qui sont aujourd'hui premiers. S'ils ne font rien dans 24 heures, vous le savez, demain vous êtes 3e, 4e, 5e, donc vous devez retravailler votre modèle. Et c'est ça l'intérêt aussi des Data Challenge, c'est vraiment pousser en fait la modélisation à l'état de l'art. La seule support qui a été réalisé pendant les 2 semaines en fait, des challenges, c'est le forum. Il y a pas mal de questions sur la data, sur l'évaluation, tout ça. Donc c'est vraiment un travail collaboratif entre le HUS et l'équipe Trusty. La dernière étape, ça c'est avec l'équipe de Sébastien, Madame Bloch-Zipon, c'est l'évaluation. Donc nous, en fait, ce qu'on génère, c'est un score qui est basé sur une métrique d'évaluation, qui permet de dire que ce modèle, il performe à 80% sur la prédiction qui a été posée. Nous, ce qu'on vérifie, en fait, c'est la lisibilité du code, que les prédictions qui ont été soumises correspondent au code qui a été fait. Il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de plagiat, ça veut dire que la personne n'a pas copié nécessairement le code d'Internet entièrement. Et c'est ça qu'on fournit finalement au HUS. Et l'équipe de Sébastien, après, il a réalisé la deuxième partie d'évaluation qui est subjectif. Vérifier l'explicabilité, vérifier comment on peut reproduire le modèle et tout ça. Et après, à la suite de ça, l'algorithme gagnant, il est annoncé. Ce tableau résume un peu plus en détail en fait ce qu'on a fait. Bon, j'en ai parlé de beaucoup de choses, mais pour résumer, dans la première étape, donc voilà, il y avait la collecte. Il y avait la définition comment dire, le schéma de données qu'on doit poser dans le challenge, la définition de la problématique. Et la deuxième étape en fait, de cette table de challenge, c'est ça qui est important. Créer un challenge, en fait, ça dure 30 minutes. 30 minutes, ce n'est pas le plus complexe. Le plus complexe, c'est ce qui se passe avant et après. Mais créer un challenge sur notre plateforme, c'est quoi? C'est je saisis une description, je mets une vidéo pour la promotion du challenge, je dis ce que je souhaite faire, et le challenge, il est valide à telle date et à telle date, et voici les prix. C'est ça, ça prend moins de 30 minutes.
Une fois que le challenge il est créé, bien sûr, après, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de support. Là où ça prend le plus de temps, c'est ici. De notre côté, ça veut dire mettre un environnement sécurisé qui permet de protéger la donnée. Et là, pour aller dans des détails techniques, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on rend difficile à quelqu'un de télécharger la donnée. Comment on le fait? D'abord, on désactive tout ce qui est bouton de téléchargement de la donnée à partir de l'interface graphique. Ça, c'est un. Et deux, on analyse tout le trafic sortant, ça veut dire nos machines, vers l'extérieur. Et on filtre. On va autoriser seulement quelques sites web qui sont autorisés. Il y a des petits malins qui vont essayer d'envoyer la donnée vers GitHub. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qu'on fait, ce qui permet à quelqu'un comme Madame Bloczepon et son organisation de mettre la data sans s'inquiéter en fait de sa confidentialité. Voilà, le challenge, il dure, comme on a dit, 2 semaines. Et à la fin, comme je vous l'ai dit, on revoit le code source des gagnants, sa documentation. Et ce qu'on a fait en particulier, qu'on va voir dans nos prochains slides, c'est qu'on a publié les résultats sur GitHub. Donc les résultats des gagnants compris Kivia, ils sont aujourd'hui sur GitHub, publiés sous la licence MIT. Donc n'importe qui ici dans la salle et à l'extérieur peut télécharger le code, accéder au rapport des gagnants. Donc vous avez le code des gagnants, leur modèle, un rapport pour chaque modèle. Et tout ça, c'est accessible. Et vous avez un mail en bas qui vous permet de demander l'accès à la donnée. Ça, après, je ne sais pas si c'est possible ou pas, mais au moins, Madame Bloczepon va recevoir la requête et après, vous pouvez voir comment vous pouvez accéder à la donnée. Dernier slide, c'est juste perspective. Qu'est-ce qu'on fait potentiellement par la suite? Ça, c'est pas quelque chose de signé aujourd'hui, mais juste des idées. Donc aujourd'hui, on discute avec Madame Bloczepon pour en fait prendre les modèles des gagnants, en tout cas le gagnant, essayer de le déployer pour permettre à Madame Bloczepon après d'aller en fait montrer réellement la performance du modèle. Ça veut dire on n'est plus juste sur un code source, c'est un data challenge. Là, on permet vraiment sur des gens au terrain de mettre une image de la bouche ou la radio et la machine va vous dire au bout de quelques minutes, oui, il y a telle et telle maladie. Voilà. Et comme on le fait, comme ça vous avez une idée techniquement de comment ça marche, il y a beaucoup de travail de notre côté. On ne va pas prendre le code qui a été réalisé, on va le déployer, ça prend beaucoup de temps. Ça veut dire plusieurs mois, on va prendre le code, on va le nettoyer, on va définir le type de machine qu'il le faut, et ensuite on déploie ça sur notre cloud. L'hôpital, donc le HES, dans ce cas-là, ils vont avoir accès au modèle de manière entièrement gérée. Il suffit qu'ils mettent une image, ça veut dire une radio d'une bouche ou une image, et à la fin, la plateforme, au bout de quelques minutes, en fonction de la performance, on va sortir, oui, il y a telle et telle maladie. Donc ça permet en fait vraiment d'utiliser le modèle et de regarder sa performance sur des données qu'il n'a jamais vues auparavant. Donc ça, c'est quelque chose qui est en discussion, mais ça vous donne une idée sur comment on passe d'un data challenge, d'un code source et documentation à quelque chose de réel. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on tient à remercier tous les participants. La participation, c'est pas important de le savoir, il était limité. Ça veut dire qu'il y avait une candidature au début. C'est pour ça qu'on voit qu'il y avait 84 participants. On pourrait y avoir beaucoup plus. Mais il y avait une candidature. Je pense qu'il y en avait des dizaines de questions techniques. Et ensuite, seulement des Européens. Ça veut dire des gens qu'on avait en Inde et en Japon. On avait beaucoup de demandes. Ils ne pouvaient pas malheureusement participer. Donc ça, après, on voit dans le futur comment on peut faire. Merci à vous. Merci beaucoup Nahama, merci à tous pour cette première partie du coup qui a permis de voir un petit peu tout le travail qu'il y a eu derrière l'organisation de la compétition et de ce Data Challenge. Alors je ne sais pas s'il y a des questions du coup dans la salle sur les interventions qui ont lieu jusqu'à présent. Pas de questions? Oui? Si vous pouvez répéter la question dans le micro, comme ça en ligne on peut nous Juste pourquoi se limiter à l'Europe aujourd'hui pour les participants? Je pense que c'est pour le HES. Alors c'est pour le lieu de stockage des données et le règlement européen qui s'applique aux données et à la protection des données. Ok, merci. Ouais, c'est pour des questions juridiques si vous voulez. Oui, c'est vrai que, pour compléter, au début je parlais de données de Data Challenge à envergure internationale, mais c'est vrai que dans ce cas de figure, comme l'a dit le professeur Bloczepon, on était dans un contexte où les données étaient identifiantes par nature, puisqu'on est sur de la photographie de la cavité buccale. Et c'est la raison pour laquelle on a dû faire un data challenge clos et la raison pour laquelle Trust.io a dû s'adapter à cette contrainte-là, qui était de ne pas pouvoir accéder directement en téléchargement à la donnée. Et de tout faire tourner sur la plateforme, mais on devait quand même se restreindre à des participations de compétiteurs
basées dans des zones où le RGPD s'applique.